le siècle est en marche et le Mali marche avec, malgré un contexte géopolitique et un ordre économique mondial jalonné souvent de contraintes et de difficultés. Cette résilience, c'est aussi avec des entrepreneurs dynamiques, des modèles. Ils contribuent à tirer l'économie malienne vers le haut, à dessiner l'avenir heureux de l'entrepreneuriat jeune au Mali. Et nous les recevons l'un après l'autre au Grand Café. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. L'employabilité et l'entrepreneuriat jeune, c'est le sujet de ce Grand Café et nous en parlons tout à l'heure avec un modèle de réussite. Chargé de promotion des produits Fofi Industrie, vente promotionnelle dans les entreprises du secteur privé et public, chargé des missions, prospection clientèle dans les régions du Mali et la sous-région, membre du réseau de l'entreprise ouest africaine, membre de l'organisation patronale des industries dont il est l'actuel premier vice-président. L'ingénieur et dynamique Tcherno Seikou Oumar Ba, après avoir occupé avec brio plusieurs postes au sein de Fofi Industrie, prend la commande en juin 2004 comme gérant associé. Mesdames et messieurs, Tcherno Seikou Ba est l'invité du Grand Café. Monsieur Diakité, bonjour. Merci. Bonjour à l'auditoire. Je vais rapidement saluer ses partenaires, sinon remercier ses partenaires qui nous accompagnent dans cette émission. Il s'agit bien du groupe Azalai Hotel, Cluster Digital Africa et l'Institut supérieur de commerce ISC Business School. Beaucoup d'applaudissements. Chef d'unité à la zone industrielle Fofi Industrie de décembre 1999 à janvier 2002. Vous devenez directeur commercial de 2002 à 2004, puis gérant associé depuis juin 2004. Hein. Et vous et Fofi Industrie, c'est quand même une très belle histoire, une très belle longue histoire. Absolument, je dirais c'est une très longue histoire qui a bien commencé depuis le début. En réalité, Fofi Industrie, je l'ai vu naître en 90. C'est un projet qu'a porté mon père. Un jour, il nous a annoncé, nous tous à la maison, qu'il allait créer une société qui allait fabriquer des matelas. Il nous expliquait, mes sœurs et moi, plus ma maman. Et petit à petit, je l'ai vu mettre ce projet en place. Je l'ai vu recevoir des visiteurs le soir pour en discuter. Je l'ai vu faire des voyages de prospection, surtout en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle, comme si c'était hier, la mise en place de la structure, l'arrivée de la première machine de découpe, puisqu'au commencement, il importait des matelas de la Côte d'Ivoire pour essayer le marché. Et chemin faisant, on a vu un local qui a été loué, à peu près 1500 mètres carrés. Ensuite, on a vu les machines qui ont été installées. Moi-même, je me rappelle pendant les grandes vacances de 1990, où je partais très tôt à Dabanani, louer les bâchers 404 en son temps qui s'appelait Duruduruni pour aller charger des matelas pour les livrer. C'était en quelle année déjà? Ça, c'était en 90, déjà pendant les grandes vacances. D'accord. Avant la création de l'entreprise? Au moment de la création. Au moment de la création. Puisque les matelas étaient importés de la Côte d'Ivoire et à partir de Bamako, on faisait juste les découpes de dimensions pour les livrer sur le marché de Dabanani, qui était le plus gros marché de vente de matelas. Et en 2091, nous avons vu arriver de très grosses machines de Danemark, avec des toubabs qui sont venus installer. C'était des moments mémorables. Nous avons tous vécu ça. Et nous avons vu ensuite les premières productions de mousse. C'était extraordinaire. Et ça, c'est le début du commencement. Et malheureusement, en mars 91, est survenu les événements. Oui. Et Fofi a été totalement saccagé, puisque d'aucuns pensaient que c'était une société qui appartenait à un ancien dignitaire déchu. Et il a fallu tout remettre en place. Et nous avons vu plus tard, en 1996, un incendie qui a ravagé l'ensemble de la ligne de production. Il a fallu remettre tout cela en place encore. Et j'ai suivi tout cela en accompagnant mon père pendant les week-ends au travail. Pendant les vacances, c'était directement à l'usine. Et j'aimais bien ça, j'apprenais, mais je gagnais des petites primes de vacances. Donc, c'était pas gratuit, on va dire. D'accord. Et ensuite, j'ai eu le bac. Je suis allé faire des études supérieures à l'UIG. Je suis de la première promotion de l'UIG. Et quand j'ai fini mes études, je suis venu intégrer la société en tant que commercial.
Ok. Et alors, voilà en réalité l'histoire de Fofi. Je l'ai vu naître et puis on a cheminé ensemble. Très belle et longue histoire. Ainsi donc, la société fut créée en 1990, soit 32 ans d'existence, beaucoup de défis relevés, de créativité en termes d'emploi, plus de 1000 emplois directs et indirects créés. C'est quoi le secret? En quoi peut-on s'inspirer de l'exemple Fofi? En réalité, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est que tout n'a pas été facile, bien sûr. Après la mise en place de l'entreprise, il y a eu la casse de 91, après l'incendie de 96. Avant 96, il y a eu la dévaluation de 94, les ajustements structurels. Les 2 premières années qui n'ont pas été faciles. Après, bien sûr, le secret, certainement, c'est que c'était un projet qui avait été mûrement réfléchi, bien inspiré, on va dire avec des objectifs précis, un plan de déroulement qui suivait des normes qui avaient été édictées, et après, un esprit d'équipe surtout. C'est le lieu pour moi d'avoir une pensée forte pour nos dévanciers qui ne sont plus là aujourd'hui avec nous, mais surtout ceux aussi qui sont encore là, qui ont travaillé depuis 32 ans. Et pour vous dire qu'on a encore beaucoup de collègues qui sont là depuis le début et qui continuent à travailler corps et âme pour que Fofi continue son avancée. En termes d'employabilité, puisque c'est aussi le thème de cette émission, quel rôle joue précisément Fofi Industrie? Absolument, nous jouons un rôle central à ce niveau-là, puisqu'aujourd'hui, nous avons de l'emploi formel au niveau de l'entreprise, énormément. Nous avons un réseau de distribution qui dépasse les 1000 partenaires. Et ces 1000 partenaires, c'est à peu près, on va dire, 1000 familles. 1000 intervenants globalement. Le rôle que nous jouons aussi, c'est un rôle de formateur. Aujourd'hui, nous avons un pôle où nous recevons énormément de stagiaires que nous formons. Des stagiaires qui sont différents totalement du personnel de Fofi. Des stagiaires qui sont formés, des stagiaires qui sont accompagnés, des stagiaires que nous soutenons par des primes de stage. Et nous jouons un rôle central, nous accompagnons pour les thèmes de mémoire, nous mettons à disposition l'ensemble de la bibliothèque de Fofi. Nous essayons d'être présents sur ce marché de l'employabilité par le fait de notre disponibilité, des moyens qu'on peut mettre en place vis-à-vis des stagiaires, des apprenants. Et aussi, l'équipe dirigeante accompagne, nous parrainons des jeunes, beaucoup de jeunes. Souvent, on ne les connaît pas à travers des écoles. Nous mettons en place des budgets pour payer les études, primer les meilleurs et soutenir les nécessiteux dans ce cadre de la formation et de l'accompagnement. C'est-à-dire vous avez un programme. Vous avez un programme. Absolument. Vous êtes membre de l'organisation patronale de l'industrie OPI et vous êtes même l'actuel vice-président, c'est ça? Et comment se porte l'industrie au Mali? Quel regard portez-vous sur l'industrie au Mali? L'industrie ne se porte pas plus bien que les autres activités du secteur économique. L'industrie souffre, on va dire, quand on regarde la crise multidimensionnelle que nous vivons depuis une dizaine d'années. À cela, il faut ajouter la pandémie de la Covid. Si on rajoute l'embargo que nous vivons depuis janvier et la nouvelle crise, on va dire, mondiale qui est en train de voir le jour avec la guerre en Ukraine, cela ne favorise pas du tout les choses sur le plan économique. Déjà, le Mali connaît de sérieux problèmes depuis un long moment. Et ces problèmes continuent, c'est des problèmes structurels qui continuent depuis. On va dire que si on devrait peut-être s'arrêter un moment, faire le bilan. Nous, au niveau de l'OPI, nous le faisons déjà. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est le moment de regarder en face et de nous dire que, justement, les différentes situations prouvent à souhait que nos autorités devraient maintenant entendre raison et faire en sorte que l'industrie soit le moteur du développement. Pourquoi? Je m'explique. Quand on regarde l'embargo et que dire que nous dépendons du marché commun de l'UEMOA, pratiquement plus rien n'arrive sur le marché du Mali sauf les produits de première nécessité.
ça ne pourra pas continuer. Globalement, si un écosystème existait et qu'on arrivait à faire en sorte que la préférence nationale puisse être au devant de la scène et qu'on transforme la production locale. Je prends un exemple sur le coton. S'il y a des sociétés de filature qui allaient faire des fils de coton, les raffineries qui allaient raffiner l'ensemble de la production d'or, les chaînes de valeur sur l'élevage, ainsi de suite. On va dire qu'on va créer de la valeur ajoutée localement. Je ne dirais pas qu'on ne sentirait pas l'embargo, mais on serait beaucoup plus résilient. Donc c'est le lieu de profiter de cette situation pour trouver les voies et moyens pour parler d'une vraie politique d'industrialisation. Et nulle part au monde on a vu un pays qui s'est développé sans industrie. Aujourd'hui, de la façon dont nos autorités sont en train de prendre à bras le corps la situation sécuritaire, c'est de la même façon qu'il faudrait prendre à bras le corps la situation économique. Et un pays qui se porte bien sur le plan sécuritaire, qui se porte bien sur le plan économique, la production, en ce moment on dirait que c'est un pays qui est en voie de développement. Il faut toujours profiter des situations, transformer des situations en opportunités. On peut dire que on embrasse ce chemin, c'est ça? On va dire que c'est une opportunité inouïe pour nous de changer la donne. Oui. Absolument. D'accord. Alors, comment favoriser l'entrepreneuriat selon vous? Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, on va dire pour le favoriser, il faudrait juste qu'on aille à une autre étape. Sinon, l'entrepreneuriat existe sur tous les plans de l'économie au Mali. Quand on regarde du boutiquier du quartier, aux mécaniciens, aux vendeurs d'UV, tout le monde est dans l'entrepreneuriat. Maintenant, il faut trouver les voies et moyens de le formaliser dans un premier temps. Secondo, de faire en sorte que cet auto-entrepreneur puisse monter en grade et que lui aussi il puisse ratisser large pour créer de la valeur ajoutée, distribuer davantage. Et c'est cela le maillage essentiel qui nous manque aujourd'hui. Et pour cela, il faut un accompagnement global de l'État. C'est ce qui manque de mon point de vue. Les patrons d'entreprise songent déjà à créer des programmes au sein de leur entreprise pour accompagner les jeunes. En fait, on n'a pas d'autre choix que de faire cela. C'est le chemin unique pour le développement. Il faudrait simplement qu'il y ait un cadre organique, organisé, qui puisse prendre le relais à la fin. Mais déjà, il faudrait, dans un ensemble, trouver les voies et moyens de former les jeunes. Oui. Il faut qu'on sorte des formations théoriques et des formations pratiques. Il faut qu'il y ait une certaine adéquation entre le besoin et la formation. Ça, c'est un premier aspect. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de formations techniques et de formations pratiques. Deuxièmement, après, cet entrepreneur en herbe qui commence, qui est vendeur d'UV ou bien blanchisseur ou bien vendeur de boutique, après, il faudrait le tirer vers le haut. Il faudrait qu'il arrive à faire un maillage de son secteur d'activité, de son segment, qui monte en grade. Et pour cela, il va avoir besoin de plus de main-d'œuvre. Plus de productivité. Il va être formalisé. Il paiera un peu de taxes et impôts. Chacun paiera un tout petit peu de taxes et impôts. L'État va se retrouver à un niveau de perception plus élevé. En ce moment, l'État pourra faire des gros chantiers. Mais pour réellement l'insertion du jeune employé, là, c'est le rôle réellement du secteur privé. Et c'est pour cela que nous disons toujours qu'il faut aujourd'hui un accompagnement plus global. D'accord. Une dernière question avant de passer le micro à l'assistance pour des questions. En quoi est ceci important, voilà, j'arrive de traiter l'emploi des jeunes de manière spécifique, selon vous? C'est vital de mon point de vue, globalement. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, l'exode des jeunes, le fait que les jeunes sont recrutés pour des chemins détournés aujourd'hui en termes d'insécurité, le banditisme grandissant, aujourd'hui, il est vital pour notre pays, pour l'ensemble de l'Afrique, de traiter la question de l'emploi des jeunes, dans le sens de les former, et de les former sur du pratique, comme ce que je disais tout de suite, de les accompagner, d'avoir un écosystème tout autour
de cet environnement Un qui puisse les maillage. tirer, un maillage global, en mettant en place des mécanismes de formation, d'accompagnement, de financement, de suivi et d'encadrage pour que ces jeunes-là puissent monter. Je vous prends un exemple concret, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des incubateurs en Afrique, notamment au Mali, beaucoup qui accompagnent les startups. Oui. Et très souvent, ça se passe très bien, de façon globale. Mais les incubateurs restent des échantillonnages. Maintenant, il faudrait que, globalement, l'État prenne le relais, tire tout le bénéfice de ce qui est fait et puisse faire un programme d'ensemble, d'envergure, avec des systèmes de pôles économiques, des pôles de développement, avec les différentes régions. Chaque région regorge de potentialités diverses. Tout à fait. Et axer le développement par rapport aux potentialités des zones et des jeunes par rapport à des activités bien précises. D'accord. Quand on retourne vers l'État qui dit qu'il n'y a pas de moyens, c'est là où vous croyez? En réalité, les moyens que nous demandons à l'État, c'est juste le cadre organique et l'accompagnement. Sinon, ce n'est pas l'État qui peut embaucher tout le monde. Il est illusoire de penser que l'État va développer globalement avec les perceptions des impôts et taxes. Ça ne suffira pas. L'État a un rôle, c'est d'implémenter une politique de façon globale, d'assainir le secteur et maintenant de mettre tout ce qu'il faut dans un cadre organique pour tirer vers le haut. Et en ce moment, contrôler, réguler et suivre. Sinon, tout le reste est du ressort du secteur privé. 3 questions rapidement pour cette première partie. Bonjour madame. Bonjour, je Merci. me nomme Bintou Traoré, étudiante en licence 2 finance comptabilité et ma question est la suivante. Selon vous, quel est le métier le plus indispensable pour la gestion d'une entreprise? Le marketing, la finance, la logistique ou la RH? La première question déjà. Je pense que tous ces métiers sont indispensables. Il faut un tout. C'est pour cela que je disais à l'entame de mes propos que dans un premier temps, un entrepreneur doit être accompagné et qu'il sorte de sa zone de confort où il est seul entrepreneur pour avoir un maillage global. C'est pour cela qu'il faut des formations de cadre. C'est pour cela qu'il faut un maillage global. C'est pour cela que je disais la formation des formateurs, mais surtout un écosystème tout autour pour permettre à un auto-entrepreneur à un moment donné de comprendre que pour bien conduire son business, il lui faut quelqu'un qui maîtrise les finances. Il lui faut quelqu'un qui maîtrise la gestion des ressources humaines, qu'il lui faut quelqu'un qui puisse bien vendre, qu'il lui faut quelqu'un qui puisse gérer son stock. Et en ce moment, lui, il devient, on va dire, un métronome qui va essayer dans un ensemble de conduire tout cela en définissant ses objectifs, en mettant un cadre de déploiement dans le temps et maintenant en suivant ce qui se passe. Donc, de mon point de vue, dans une entreprise, il faut une structuration globale des compétences. Une seule personne ne pourrait pas tout faire. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Aïchata Koulibaly, étudiante en licence de gestion financière à l'ISC Business School. Ma question est la suivante. Quelles sont les clés de la réussite en entrepreneuriat selon vous, M. Ba? Merci. Merci. Merci bien. Les clés de la réussite. Bon, selon moi, les clés de la réussite, c'est déjà de bien définir ce que l'on veut faire, c'est de bien étudier l'environnement et de se donner les voies et moyens maintenant pour appliquer. Maintenant, dans le processus d'application, il faudrait toujours avoir le temps de suivre, de vérifier, de conduire, de corriger et de corriger tout ce qu'il y a à corriger pour arriver au but ultime. C'est ce qu'on appelle les BABA. Les BABA globalement, c'est ça. D'accord. C'est bon pour vous? 3e question. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Cheikh Ahmed Tidjane Touré, étudiant en licence 2 communication. Monsieur Ba, je voulais savoir, en tant que manager d'élite, quelle vision voulez-vous partager avec nous, les étudiants? Super, c'est le but de cette émission d'ailleurs. Alors, de façon globale, il faut être ambitieux. Deuxièmement, quand on est ambitieux, il faut être réaliste.
La vision qu'il faudrait avoir, c'est de savoir ce que l'on veut. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, certainement. Il y a toujours aussi ceux qui sortent du lot. Mais pour être entrepreneur, il faut beaucoup de témérité. Il faut être patient. Il faut être à l'écoute. Il faut être proactif et réactif. Il faudrait surtout se donner le temps d'étudier, d'analyser ce que l'on veut faire. Puisque pour être entrepreneur, il faut porter un projet. Le projet, il faudra bien le maîtriser. Il faudra convaincre celui qui va amener les finances. Il faudra convaincre celui que vous allez employer et puis lui expliquer ce que vous attendez de lui. Il faudra convaincre le client. Il faudra convaincre l'ensemble du segment de toutes les personnes et de tout ce qui entre en jeu dans ce cas précis. Donc pour être entrepreneur, il s'agit de se réveiller très tôt, il s'agit d'aller pas à pas, il s'agit d'être patient, il s'agit de monter les escaliers pas à pas, et puis surtout de voir son objectif et de surtout tous les jours corriger la trajectoire s'il y a besoin. C'est donc la fin de cette première partie du Grand Café. Je rappelle, dans notre thème du jour est l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. Et notre invité est M. Tcherno Seikou Oumarba, gérant associé de Fofi Industrie. Nous partons pour la seconde et dernière partie. M. Ba, quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat jeune au Mali de façon globale? L'entrepreneuriat jeune au Mali regorge de beaucoup de potentialités, puisque nous voyons tout ce que les jeunes arrivent à faire. Aujourd'hui, au niveau des incubateurs que je connais, au niveau des startups que nous accompagnons, que nous voyons, au niveau aussi de tous ces jeunes qui passent tous les jours sur la scène de façon globale. Il y a certainement beaucoup d'autres choses à faire. Il faut aujourd'hui un cadre organisé, il faut une politique très poussée, très dynamique pour pousser l'ensemble de ces autres entrepreneurs qu'on oublie souvent, qui sont dans le secteur informel, qu'il faudrait tirer vers la formalité. Et cela, c'est vital. Oui. Et là, ça doit être un enjeu pour les pouvoirs publics. Ils sont énormes. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, le vendeur du veille, c'est un entrepreneur. Le boutiquier du quartier, c'est un entrepreneur. Le blanchisseur, c'est un entrepreneur. Le réparateur de moto, Jakarta, c'est un entrepreneur. Même les dames qui vendent du froufrou. Absolument. Comment faire pour tirer le maximum d'entre eux vers la formalité pour qu'eux aussi ils puissent développer l'activité en termes de redynamisation et d'augmentation du segment. Puisque le blanchisseur, tout ce qui blanchit dans son étal, s'il arrive à avoir les voies et moyens, un accompagnement qui lui permet d'avoir 3-4 tables, ça lui fait 3-4 il pourra agrandir l'entreprise. Oui. Ça lui fait beaucoup plus de clientèle et lui, il pourra continuellement monter jusqu'à l'étape du pressing moderne. C'est comme ça qu'il faudrait voir les choses. Donc, pour vous dire simplement que l'État doit jouer son rôle central, c'est d'organiser, c'est de faciliter la création d'entreprises, c'est de motiver tous ceux qui sont dans l'informel pour qu'ils montent, qu'ils se formalisent. Il ne faut pas leur faire peur, il faut leur demander de se formaliser au minima. Je crois que c'est le contraire au Mali, on les fait peur. Il ne faudrait pas qu'on les fasse peur, il faudrait qu'on leur fasse payer des petites patentes. Vous savez, si tout le monde payait un tout petit peu, il ne faudrait pas que les 80% des impôts soient payés par les 20% des entreprises formelles. C'est ça le problème. Il faudrait que le vendeur d'UV paye un tout petit peu, que le blanchisseur paye un tout petit peu. Une contribution. Que vous payez un tout petit peu, que moi je paye un tout petit peu, et finalement, tous ces petits peu mis ensemble pourront permettre à l'État d'obtenir des recettes et des impôts qui vont lui permettre, lui, à son tour, d'investir, de réaliser les grands chantiers ainsi donc et de faire le cadrage global pour les infrastructures. Très bien. Alors, quels sont les défis à relever pour promouvoir l'entrepreneuriat jeune au Mali, selon vous? Les défis, c'est entre autres le défi de formation. C'est le défi de mise en place de cadres organisés. C'est le défi de l'accompagnement. C'est le défi du financement. Et c'est surtout le défi de l'adéquation entre la formation et le besoin du marché. 2 ou 3 questions. Ma première question, M. Ba, qu'est-ce qui vous différencie réellement de vos concurrents?
Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est la suivante. En tant que patron, vous avez des priorités. Et quelles sont ces priorités pour les 5 prochaines années? Monsieur Aïdara, ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est que nous essayons aujourd'hui d'avoir une vision beaucoup plus profonde. C'est de ne pas simplement vendre un matelas à un client, de ne pas simplement vendre une cuve à un client ou à un salon. Nous, c'est une satisfaction globale qu'on veut faire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans l'entreprise Fofi, nous touchons à tout ce qui comporte l'équipement dans la maison. Aujourd'hui, nous ne vendons pas simplement un matelas. Nous voulons vendre et le matelas, et son lit, et son linge. Ça veut dire son drap. Alors pour les priorités, aujourd'hui, la priorité pour nous, c'est toujours en cette période de difficulté, c'est de survivre. La priorité, c'est de tout mettre en œuvre pour sauvegarder les emplois. La priorité, c'est toujours de tout mettre en œuvre pour essayer de faire en sorte que notre marché puisse rester stable. La priorité, c'est de faire en sorte que nous puissions approvisionner les usines pour pouvoir satisfaire le besoin de la clientèle. Bonjour. Oui. Je m'appelle Fanta Diallo, étudiante en licence 2, finance comptabilité. Monsieur Ba, ma question, selon vous, pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat est la traîne au Mali? Car il est rare de voir les entrepreneurs sur plusieurs générations. C'est-à-dire quand un entrepreneur décède, les héritiers dilapident les investissements. Selon vous, quelle est la solution? Ok. Bon, moi je vais attendre plus d'applaudissements pour donner enfin d'inspiration à l'invité pour répondre à cette question. Oui, monsieur Ba. Alors, de mon point de vue, comme je le disais, tout projet doit comporter plusieurs phases. Un projet d'entreprise, c'est sur le long terme. Donc, quand on travaille sur le long terme, surtout sur le plan de l'industrie, il faudrait aussi ne pas surtout oublier d'investir sur les hommes. Et je peux dire avec beaucoup de modestie que j'ai eu la chance d'avoir été coaché, d'avoir été à peu près préparé et d'avoir surtout eu globalement un accompagnement continu pendant très longtemps. C'est bon? C'est bon pour vous, madame? D'accord. Bon, voilà. Dernière question, 2 ou 3 questions rapidement. Oui, le président. Bonjour. Bonjour. Je me nomme Fousséni Ndiaye, étudiant en 2e année marketing, licence 2. Et ma question est la suivante. Monsieur Ba, dans nos cultures, nos parents nous poussent à suivre les chemins de leur choix, au lieu de suivre nos propres rêves. Cela est-il votre cas? Ok. Très belle question. Hein? Il n'était pas obligé de rester peut-être à Fofi Industries depuis, mais bon, il va nous expliquer pourquoi. Absolument, c'est une très belle question. On va dire, vous savez, dans un premier temps, moi, je suis d'une famille commerçante. Ça a évolué. Mon grand-père était commerçant, c'était négociant. J'ai des oncles commerçants, j'ai eu des oncles fonctionnaires, j'ai eu dans la famille de multitudes de métiers. On m'a absolument pas forcé la main à faire quoi que ce soit. J'ai des frères et sœurs qui sont dans d'autres domaines d'activité. Si vous voulez être rassuré, aujourd'hui, j'ai mon fils qui grandit, qui est à l'université, qui fait des études techniques. Donc, il n'est pas forcément dit qu'il va travailler dans l'industrie, mais on ne m'a absolument pas forcé dans quoi que ce soit. J'ai moi-même beaucoup aimé ce boulot. Ça a été une passion. Ça a été une passion. Je l'ai découvert tout jeune. J'ai grandi avec et puis je me suis retrouvé dans cela. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Allez-y, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suis Sek Chiyanlo, étudiant en 2e année marketing à ISC Business School. Monsieur, ma question est la suivante. Vous avez un profil de marketeur. Si c'était à refaire, est-ce la même carrière que vous allez embrasser? Sans doute oui. C'est la question. Et parce c'est la que réponse. C'est de marketeur que j'ai eu ma chance dans l'entreprise Fofi. C'est de marketeur que j'ai élaboré toute cette stratégie pour continuer à implémenter tout ce qu'il fallait sur le plan commercial. Et aujourd'hui, ce rôle de marketeur me reste inné.
Et ma vision de façon globale, c'est que le marketing, c'est certainement cet ensemble qui concourt à toute la stratégie pour conduire l'entreprise. Donc, si c'était à refaire, je le referai. Merci beaucoup. Dernière question, oui, madame. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Aminata Traoré, étudiante en licence de marketing. Ma question est la suivante. Monsieur Ba, Fofi semble être le rêve de votre père. Et vous, quel est votre rêve? La continuité ou l'extension du marché? Merci. Eh bien, Fofi reste mon rêve. Fofi reste aussi ce projet que je veux porter et que je vais moi aussi léguer dans les meilleures façons possibles. Bien sûr, dans une extension continue et aussi surtout dans une santé réelle et que ça ne soit pas du tout un grand au pied d'argile. Très bien. On applaudit. Alors, Monsieur Ba, vos projets? On a encore de gros projets. Nous venons de finir le renouvellement de l'ensemble de l'outil de production. On va dire que Fofi est fin prêt pour aller pour 30 ans encore, sur le plan technique. C'est de diversifier toujours, de rester dans le même corps de métier de façon globale sur tout ce qui concerne l'équipement de la maison. Très bien. Alors, votre message à l'endroit de ces futurs cadres, ici, qui nous suivent dans la salle, mais aussi qui nous suivent sur nos chaînes partenaires, quel message avez-vous à l'endroit de ces jeunes-là? Le message, il est le suivant. Il faut déjà savoir ce que l'on veut. Il faut se donner les moyens. Les moyens commencent par certainement la formation. Les moyens, c'est par étudier son projet. Les moyens, c'est par définir ses objectifs. Les moyens, c'est par organiser le cadre dans lequel on va évoluer. Les moyens, c'est surtout d'être concentré, de ne pas se décourager, d'accepter d'aller pas à pas, de se donner le temps de grandir, d'accepter de partager, d'accepter les échecs, d'accepter les imperfections, mais tous les jours d'essayer de se perfectionner, tous les jours d'essayer de se former, tous les jours d'essayer d'éviter les mêmes erreurs. Tous les jours, c'est d'avoir un objectif, de se réveiller et de voir là où est-ce qu'on en est, de faire le bilan de parcours. Et quand ça ne va pas, s'il faut changer d'option, il n'est pas interdit de le faire. Mais globalement, pour réussir, il faut avoir de la volonté, il faut avoir de l'énergie et il faut être patient. Et je pense qu'avec ces trois dominantes, on peut arriver à son projet. Acceptez d'avoir partagé et nous vous remercions d'avoir partagé votre expérience avec nous ici, Monsieur Ba. L'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, c'était donc le thème de ce grand café. Je rappelle donc notre invité était Monsieur Thierno Seiko Oumar Ba, gérant associé de Fofi Industrie, que je vous demande d'acclamer très très fort. Je finis cette émission par ce dicton: il faut travailler dur, croire en ses rêves et ne jamais céder à la tentation de découragement. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur nos chaînes partenaires. Je vous donne rendez-vous ici avec d'autres invités. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Travaillons à la beauté des choses. Au revoir.